et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, il faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, il ne faut pas mettre de tiret. Moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque, il est posée. Donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Radio House. Merci pour cette petite présentation, ce petit jingle qui a été réalisé avec la musique de Jonathan Marty Wagner qui nous compose toutes nos musiques originales à la Radio House. Il est avec nous dans les locaux. On a la chance d'avoir un compositeur. Et puis dans cette petite intro, je fais un petit clin d'œil à Pierre Vivant qui est parmi nous, qui fait partie des cerveaux, des rédacteurs de Podcast Magazine, puisqu'il y a un petit clin d'œil sur l'INPI et sur les dépôts. Et on va en parler dans Podcast Magazine. On va en parler aussi dans une room qui aura lieu en janvier avec Pierre, qui est avocat et spécialiste en droit des marques et droits d'auteur. Voilà, petit clin d'œil à toi, Pierre. N'hésitez pas donc à monter le concept de la room, je le rappelle pour tout le monde, tous ceux qui sont parmi nous, c'est bien sûr de nous dire si vous voulez participer, si vous voulez prendre la parole pour échanger sur le sujet du jour qui a été suggéré par Sandra, qui fait partie aussi de Cool, de notre communauté que nous créons avec Podcast Magazine et qui avait déjà été un peu initiée avec le pod, et qui est avec nous, Sandra. Bonjour Sandra, bienvenue et merci pour cette proposition de Room. Bonjour Philippe et Frédéric, avec grand plaisir. Ben oui, c'est nous, on est très contents. On est très contents. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, puis après on va lancer le billet acidulé de Brûlatour sur la thématique du jour. Est-ce que tu peux rapidement nous dire qui tu es et on enchaîne avec le billet acidulé. Oui, donc moi j'ai créé mon entreprise de décoration d'intérieur qui s'appelle Studio et moi, et j'ai souhaité lancer mon podcast, c'était en janvier, donc c'est encore tout récent. Voilà, il y a quelques mois à peine, quelques épisodes. Et donc l'objectif c'était de se dire de passer un peu en revue toutes les étapes que tu as eues, qui sont pas forcément évidentes, donc on va en parler tout à l'heure. Et ça va être, je pense, le sujet du billet acidulé de Monsieur Brûlatour. Eh bien, je te donne la parole après ce petit jingle, Monsieur Brûlatour. C'est parti. Radio House. Bien, lancer un podcast quand on n'y connaît rien, c'est un vaste thème. On pourrait en parler des heures, des jours et même des années. C'est un sacré challenge. Déjà, le podcast, c'est encore un terrain de jeu qui se dynamise grâce à beaucoup de libertés qui le définissent. Ce sont des libertés éditoriales, de ton, des libertés techniques, de réalisation, des libertés de publication aussi. Donc, c'est dans le secteur de l'audio digital, c'est un terrain de jeu dans lequel vous avez toujours les coups des franges, ce qui n'est pas le cas de la radio. Et cette liberté est fondamentale, elle doit être préservée, car c'est une liberté, ou plutôt devrais-je dire ici, ce sont des libertés qui peuvent faire de votre podcast un podcast unique qui ne ressemble à aucun autre. Alors, si cela peut déjà vous encourager à mettre le pied à l'étrier plus rapidement ou à mieux vous repérer dans ce vaste univers qu'est le podcast, retenez qu'au deuxième trimestre de l'année 2022, la comédie occupait la première place en tant que genre de podcast le plus consommé par la plupart des auditeurs hebdomadaires de podcast aux États-Unis, selon une étude d'Edison Podcast. Donc suivent les catégories qui sont liées à l'information, aux faits divers, au sport, au monde de l'entreprise, aux arts, à la télévision et au cinéma. Si vous vous écartez de ces principaux genres, ça va être plus compliqué. Ça ne veut pas dire que ce sera moins bien, ça veut dire que vous aurez davantage de difficultés à générer de l'audience. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà donc 5 points pour vous lancer, pas plus rapidement, mais plus aisément, on va dire, dans le podcast. Numéro 1, c'est choisir un sujet. Alors, c'est pas si simple, mais il y a une logique dans le choix du sujet qui se déclinera dans votre podcast. On parle toujours mieux de ce que l'on connaît, de ce que l'on maîtrise, et surtout de ce que l'on comprend. Donc, penchez-vous sur vos centres d'intérêt, sur vos passions. Vous choisissez un sujet qui n'est pas à des années-lumière de vos compétences, car dans ce cas précis, c'est prendre le risque de s'exposer devant un public qui, lui, maîtrise parfois sur le bout des doigts ce même sujet. Choisir un sujet, c'est aussi prendre le temps.
faut laisser mûrir le choix du sujet pour sous-peser le pour, le contre. Bon, ça exige parfois quelques jours, voire quelques semaines. Numéro 2, il faut définir une mécanique. Après, le choix du sujet, c'est celui de la durée dont il faut s'intéresser. Quelle durée, par exemple, pour votre podcast ? Plus c'est long, plus le travail est difficile. Ensuite, il faut déterminer une rythmicité de parution de publication. Un podcast quotidien, un podcast hebdomadaire, un podcast mensuel, un podcast bimestriel, semestriel, annuel peut-être, ou alors un podcast que j'avais qualifié l'année dernière, Philippe, d'irrégulomadaire. Alors, c'est une sorte de barbarisme, mais quand vous avez envie ou quand vous n'avez pas le temps, vous choisissez cette formule de l'irrégulomadaire. Après quoi, il faut aussi vous fixer une ligne éditoriale, c'est-à-dire un ton, un style que vous voulez imprimer. Numéro 3, il faut dégager du temps. Le podcast, c'est beaucoup de temps. C'est encore plus de temps si vous n'avez aucune compétence technique. Et vous vous rendrez compte que, assez curieusement, ce n'est pas si difficile que ça que de maîtriser un logiciel de montage. En quelques jours, grosso modo, le b.a.-ba peut facilement s'acquérir, mais ça exige une pratique régulière et donc du temps. C'est comme si vous apprenez, je peux vous en parler en connaissance de cause, à jouer un instrument de musique. Mieux vaut une demi-heure tous les jours que 2 heures le dimanche. Pour le podcast, c'est un peu la même chose. À ça, il faut ajouter la maîtrise de la mécanique de propulsion d'un podcast sur des plateformes. Comment rédiger un texte, parce que ça prend du temps, tout comme poser des questions à des invités qui se réfléchissent en amont, faire vivre un site internet, développer des réseaux sociaux ou encore créer une communauté. Tout ça, ça demande du temps. C'est un travail qui est donc régulier, un petit peu tous les jours et puis surtout au long cours. 4, prendre conseil. Vous gagnerez toujours à vous tourner vers celles et ceux qui pratiquent cette activité, qui ont déjà donc un retour d'expérience à vous faire bénéficier. Vous diront probablement les erreurs à éviter et les priorités à suivre. Faut généralement avoir la couenne épaisse pour se lancer seul et puis surtout tenir dans la durée. Pourquoi vous gagnerez aussi toujours à sortir de votre bureau, de votre studio. Un dernier point aussi, on gagne toujours à lire des mauvais livres parce que l'on se rencontre plus rapidement des choses qu'il faut éviter. Pour le podcast, c'est la même chose. Quand on écoute un mauvais podcast, paf, on sait tout de suite ce qu'il ne faut pas faire, soit parce que vous allez juger que le podcast est mal enregistré et que le son n'est pas génial, il n'y a pas cette notion de confortabilité qui est poussée au maximum, donc vous allez y être sensible, soit parce que le podcasteur, par exemple, commet un hors-sujet, soit parce qu'il a des tics de langage, soit parce qu'il ne maîtrise pas son sujet, ou, comme c'est souvent le cas dans plus de 80% des cas, parce que le sujet et le podcast est ennuyeux. Voilà, c'est ce qui arrive le plus souvent. Ça vaut aussi pour, si vous écrivez, vous faites de la télé, tout dans la vie. Si vous êtes ennuyeux, on ne va pas vous inviter à la prochaine soirée. Forcément, pour le podcast, c'est la même mécanique. Et puis enfin, pour terminer, 5, savoir s'arrêter ou savoir continuer. Quand on se lance dans le podcast, comme dans n'importe quel autre projet, moi je pense qu'il est très sincèrement nécessaire de baliser temporellement son sujet. C'est toujours mieux quand c'est écrit sur un bout de papier, une date de lancement, une date de fin, le nombre d'épisodes, le nombre de saisons, les potentiels sujets ou les sujets potentiels, le coût financier aussi, parce que le temps c'est de l'argent, les prévisions qui sont liées par exemple à une monétisation éventuelle. Alors vous constatez, il faut bénéficier d'une vue à 360 degrés, c'est pourquoi il est probablement préférable d'y aller progressivement, préférable de bien s'entourer, puis de ne pas vouloir en faire trop pour ne pas s'épuiser à la tâche. Juste un dernier point, Philippe, mais on avait déjà traité par le passé, il y a quelques semaines, il y a quelques mois et maintenant quelques années, c'est ce genre de sujet, compléter ses revenus avec un podcast, se former au podcast, les bons outils font les bons ouvriers, donner de la voix, mener une interview, comment bien préparer à se lancer son podcast. Voilà, c'est des titres de billets qui ont déjà été mis en ligne. Alors, 2 cas de figure, vous voulez me faire plaisir, vous allez sur brûlatour.fr. Et puis, vous voulez aussi me faire plaisir, vous allez sur lepod.fr, dans une certaine partie du site qui est facilement trouvable, entre guillemets, vous retrouverez l'ensemble des billets, mais c'est déjà un sujet qu'on avait exploré par le passé. Voilà, j'ai été court, il me semble, mais j'ai été très vague parce qu'on peut entrer dans le sujet. Il y a 1001 choses à mettre fort probablement en avant, Philippe. Oui, alors il y a 1000 choses et puis c'est un sujet, à mon avis, qui est actuel et pour beaucoup de nouvelles personnes qui se lancent dans le podcast et qui restera actuel. Je pense chaque semaine, on pourrait parler de cette problématique. On voit sur les réseaux sociaux, sur les groupes de Facebook, sur l'ensemble des questions et des problématiques qui
qui sortent, c'est ça, c'est comment je fais pour me lancer, quel matériel utiliser, comment démarrer. Alors on va essayer d'avoir un peu vos avis, puis ceux qui ont déjà des podcasts de monter bien sûr dans la room pour nous se rappeler un peu de quand ils ont lancé, donner peut-être des trucs et des astuces qu'il faut éviter quand on se lance dans le podcast. Et on va d'abord commencer par Sandra. Et puis Sandra, avant tout, je vais te demander une petite chose puisque je suis arrivé à la bourre. Est-ce que tu peux me mettre modérateur de la room? Parce que en fait, si les gens montent, je vais pas pouvoir les faire monter. En fait, donc tu dois avoir à côté de mon nom la possibilité de me mettre modérateur. Parce que en fait, voilà, le premier qui arrive est modérateur et ça me permet de mettre aussi Brûlatour modérateur, voilà. Donc, n'hésitez pas à monter le temps que Sandra nous explique un peu comment elle s'est lancée, quelles ont été tes problématiques, Sandra, parce que tu en as eu et on le voit. Moi, après avoir finalisé les 196 pages de Podcast Magazine, on sait qu'il y a des erreurs que certains ont commis et qui sont pas grave parce qu'en fait il faut les faire pour se rendre compte, mais que s'ils avaient été peut-être alertés, ils auraient un peu prévu un peu plus en amont ces enjeux, et notamment ce qui revient de manière récurrente, c'est même si on fait pas ça pour l'argent, penser à monétiser. Sandra, c'était quoi si tu reviens un peu sur ton lancement, ce qui était le plus dur quand tu t'es lancé, c'était quoi? Tout. Tout était difficile parce que je ne connaissais rien au monde du podcast, j'en écoutais déjà. Tu t'es lancé pourquoi? J'avais vraiment cette envie de partager sur un sujet qui est... Enfin, la déco d'intérieur, c'est très visuel, et j'avais envie de partager ce thème-là d'un point de vue un peu différent, et surtout de pouvoir, faire des interviews, en fait, partager ça avec d'autres personnes. Et le podcast, pour ça, je trouve, est idéal, puisque on peut vraiment échanger avec beaucoup d'individus de profils différents. Donc ça, c'était vraiment le moteur principal. Après, la technique, évidemment, je pense que c'est le sujet numéro 1, quand on n'y connaît rien, c'est de se dire « Oula, mais comment je vais faire pour effectivement faire les montages, faire la partie technique, la diffusion, quel matériel ?» Frédéric en a très bien parlé dans son billet. Je confirme que effectivement les logiciels de montage à première vue sont hyper complexes. Après, au fur et à mesure, et surtout le fait de pratiquer très régulièrement, ça devient de plus en plus fluide. Moi-même, c'est loin d'être parfait encore après 9 mois, mais petit à petit, on apprend à maîtriser ce côté-là. Comment tu as fait pour te lancer? Alors, la première chose que tu as faite, c'est quoi? C'est aller sur Internet et puis chercher des infos? Alors oui, je pense un peu comme tout le monde, et surtout, je me suis fait accompagner. Et ça, je pense que c'est, si on veut éviter de perdre du temps, c'est vraiment la chose à faire, se faire accompagner pour avoir les bonnes pratiques dès le départ. Encore faut-il se faire accompagner par les bonnes personnes. Comment tu as fait pour trouver la personne idoine pour t'accompagner, ou comment tu savais que c'était quelqu'un qui pouvait t'accompagner? Alors, pour la trouver, ça s'est fait sur Insta, je crois, de mémoire, sur Instagram. Après, c'est une question surtout de contact d'individus, en fait, de personnes. C'est quelqu'un avec qui on a tout de suite accroché, sa manière de faire, et surtout, c'était un accompagnement individuel. C'était pas une formation en ligne, c'était vraiment un accompagnement individuel, ce qui est beaucoup plus personnalisé, ce qui permet d'aller plus en profondeur aussi dans les sujets, et puis de pouvoir... traiter les questions spécifiques que j'avais et que quelqu'un d'autre n'aurait pas forcément eu en fonction de sa propre expérience. Alors ici, on peut donner des noms, des marques, on n'est pas limité à la publicité comme dans les chaînes hertziennes, ou à moins que tu ne veuilles pas dire qui t'a accompagné, ce qui est tout à fait libre à toi de le faire, mais n'hésitez pas à donner les noms de ceux qui vous accompagnent, les marques des produits que vous utilisez, parce que bien entendu, ça donne aussi des informations assez importantes, et puis c'est toujours des recommandations qui sont bonnes à donner quand on a
travaillé avec quelqu'un et que ça s'est plutôt bien passé, qu'on a appris plein de choses, c'est toujours bien de pouvoir le partager. Donc n'hésitez pas à donner. Donc j'invite tous ceux qui sont dans la room à monter pour interagir, pour nous dire aussi s'ils ont des podcasts ou s'ils démarrent dans le podcast, ou comment est-ce que s'est passé leur démarrage dans le podcast. Donc toi, tu t'es fait accompagner, et une fois que tu t'es fait accompagner, ça a duré combien de temps? Est-ce que tu as toujours quelqu'un qui te suit? En fait, c'est quelqu'un qui c'était monétisé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que tu payais pour faire ça, ou c'est quelqu'un qui t'a aidé? Parce qu'il y a beaucoup d'entraide dans le podcast en général, souvent des podcasteurs qui aident d'autres à démarrer et ensuite qui leur rendent l'appareil plus tard. Comment ça s'est passé pour toi? Donc moi, je me suis fait accompagner par Anastasia De Santis, sur le podcast de laquelle je crois tu es intervenue il n'y a pas si longtemps que ça. Mais tout à fait, Anastasia qui m'a interviewé il n'y a pas longtemps, oui. Et donc effectivement, c'était monétisé, c'était dans le cadre d'une prestation. Alors je sais plus, je crois que c'était 5 ou 6 séances. C'était vraiment pour le lancement, donc il n'y a pas d'accompagnement derrière. Comment tu as eu confiance en elle? Enfin, quand je dis confiance, c'est pas qu'elle. C'est comment est-ce que tu te dis c'est cette personne-là? Parce que je suppose que dans la room, vous êtes beaucoup à peut-être vouloir vous lancer, ou à vous être lancé, à avoir cherché des personnes. Et j'avoue, on n'est pas là pour cacher la réalité des choses. En général, quand quelqu'un a lancé un podcast 1 an, 2 ans, au bout de 2 ans, il se dit coach de podcast, et il y en a pléthore. Là, quand je lance les rooms, vous savez, à chaque fois, avec la thématique, je mets la thématique sur Google et je regarde ce qui existe quand on met lancer son podcast sur Google. Bon, on tombe d'abord sur une pub de Encore, et ensuite on tombe sur comment créer un podcast en 9 étapes. Et là, c'est un monsieur qui s'appelle Arthur Abelea, que je connais ni d'Ève ni d'Adam, qui a une société qui s'appelle BDM, le blog du modérateur, où il parle des 9 choses pour lancer son podcast. Ensuite, il y a une autre personne qui fait du marketing, il s'appelle Danilo, et il a un site où il a même un podcast. Donc en fait, tout le monde est capable de quelque part être coach de podcast. Donc comment est-ce que tu t'as fait confiance, ou tu t'es dit bon, c'est la bonne personne? Le feeling est passé quand tu l'as eu au téléphone, ou en visio? Oui, déjà en première chose, le feeling, ça c'est certain. Et puis après, les recommandations. En fait, Instagram, ça a l'air très grand comme ça, mais mine de rien, tout le monde se connaît. et on me l'avait, plusieurs personnes me l'auront recommandé par rapport à ses compétences et au fait qu'elle ne fasse vraiment que ça, c'est son vrai métier. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas ça en plus d'autres choses. Elle a vraiment en plus une expertise de lancement de podcast, puisqu'elle en a elle-même créé plusieurs. Elle en co-anime d'autres. Donc c'est tous ces éléments-là qui m'ont fait choisir Anastasia. Ok, très bien. Et Anastasia qui a proposé d'ailleurs de rédiger un papier pour le podcast magazine numéro 2, puisque je rappelle au passage que si vous désirez, vous avez des talents de rédacteur et que vous êtes passionné par l'audio et podcast magazine est collaboratif. On a une 50aine de podcasteurs et podcasteuses qui ont rédigé pour le numéro 1 qui va sortir. Normalement, on va le chercher en fin de semaine chez l'imprimeur. Donc, on se rapproche doucement du but. Et puis, on sera avec normalement avec ce magazine au Paris Podcast Festival. Je ne sais pas si certains vont faire un tour au Paris Podcast Festival. Là aussi, il y a des sessions, des conférences, et puis pas mal de rencontres entre podcasteurs et podcasteuses. Nous, on aura un petit espace. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes au PPF, à venir nous faire un petit coucou au 2e étage. On sera présent là-haut avec des bouquins pour le podcast et Podcast Magazine. Sandra, une fois que donc tu t'es lancé, après au bout de 5 échanges, ça te permet de construire ton projet. Donc vous avez un peu réfléchi, vous avez fait un brainstorming, réfléchi au titre. C'est quoi qu'elle t'a conseillé en premier? Tu te rappelles? Non. Ah voilà. Oui, ouais, t'aurais dû noter en fait parce que. Non, c'est vrai. En fait, tu t'es laissé un peu prendre en main par Anastasia. Et elle t'a dit il faut faire ci, il faut faire ça, et donc tu as suivi un peu les étapes. Alors, disons qu'après Anastasia, qu'est-ce que tu t'es retrouvé? Comment est-ce que parce qu'après elle te suit pas sans arrêt, donc il faut que tu te lances. Ça a été quoi les choses les plus compliquées pour toi? Puisque tu n'y connaissais rien et qu'il a fallu aussi que tu t'équipes. Alors, l'équipement technique est venu dans un deuxième temps.
En fait, en tout premier, je me suis dit de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je me lance. Donc j'avais prévu, j'avais noté la date de lancement, les premiers épisodes, quel thème, etc. Et je me suis dit, voilà, même si c'est pas parfait, de toute façon, personne n'écoutera mon premier épisode, donc c'est pas grave. Le tout, c'est de me lancer pour justement voir ce que ça donne, comment moi je me sens, est-ce que je suis à l'aise, pas à l'aise, et comment ça se passe. Donc tu avais tout écrit, enfin tu avais fait un script, elle t'avait dit qu'il fallait que tu rédiges, tu avais trouvé un nom, la partie vignette, c'est toi qui as fait. Comment tu t'es... parce que comme disait Fred dans son billet, il y a tellement de choses. En fait, si on calcule, et on en a déjà parlé dans des rooms, il y a plus d'une vingtaine de métiers qui sont en fait rassemblés quand on veut vraiment lancer un podcast de la belle manière. Et quand on parle bien sûr de l'idée, hein, de l'écriture, jusqu'à la diffusion sur les réseaux sociaux, et ensuite la partie distribution, et puis la partie marketing, communication, et ensuite gestion de la communauté. En fait, il y a plus d'une vingtaine de métiers qui sont concernés. Donc bon, tu les as pas appris tous, mais quels étaient il y avait des endroits où tu étais plus à l'aise que d'autres, et où tu t'es dit tiens, là ou alors tu t'es dit là j'ai vraiment besoin de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as fait appel à d'autres personnes, ou après tu t'es dit je vais tout gérer et je vais tout apprendre sur le tas, même si au début c'est pas top, je préfère apprendre sur le tas et ensuite m'améliorer au fur et à mesure? Oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout appris sur le tas et j'ai tout fait moi-même. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors je pose la question dans la room. Est-ce que vous pensez que c'est grave? Alors parce qu'on c'est vrai que nous on écoute pas mal de podcasts, de nouveaux podcasts. Les premiers épisodes sont souvent et la première image est souvent celle qu'on garde de quelqu'un. Est-ce que on doit, selon vous, dans la room, est-ce qu'on doit ne pas trop, on va dire, travailler son podcast et faire au fur et à mesure, en engageant aussi sa communauté? Je pense que c'est aussi une question de comment on en parle de son podcast, en disant voilà, je me lance, mais c'est vrai que ça peut peut-être en démotiver certains d'écouter, et en même temps, si vous attendez trop de lancer votre podcast, des fois vous le lancez jamais, et puis la perfection, comme disait mon père, et je le répète régulièrement aussi, le mieux est l'ennemi du bien, donc il vaut plutôt le faire bien, et le mieux, souvent il n'y a que très peu de gens qui arrivent à faire la différence, qui ont l'oreille d'or, ou qui vont faire attention à tous les petits détails. Qu'est-ce que tu en penses, Sandra? Alors, moi je suis partante du mieux vaut fait que parfait, il vaut mieux se lancer et puis on ajuste après. Et en réalité, les retours que j'ai eus, les premiers épisodes que j'ai sortis, franchement, ils étaient... Enfin, je parle pas du contenu, mais vraiment de l'aspect sonore, qualité, etc. C'était vraiment nul. Beaucoup de grésillements, beaucoup d'hésitation de ma part, que j'ai un peu effacé au montage, mais voilà, la qualité n'était vraiment pas là. Et en fait, les retours que j'ai eus ont été ultra positifs parce que finalement, pour la majorité des gens, lancer un podcast, c'est encore très abstrait, c'est encore très complexe, à part pour ceux qui baignent dedans. Mais sinon, c'est toujours valorisant, en fait, d'écouter quelqu'un qui a un podcast. Et j'ai eu, malgré tout, pas mal d'écoutes et de retours positifs. Donc. Et les retours, tu les as eus par où? Par Instagram? En fait, tu as lancé... C'est quoi? Quel est le premier réseau social que tu as lancé? Oui, Instagram. C'est ce qui ressort aussi régulièrement. Je ne sais pas ce que vous en pensez aussi dans la room. N'hésitez pas à interagir. Si Instagram ressort comme le réseau social aujourd'hui incontournable, et on en parlait aussi dans des rooms l'année dernière, dans la saison 2, du fait qu'il vaut mieux plutôt gérer un seul réseau social que d'en faire mal 4. Et en plus, c'est vraiment très, très prenant d'avoir plusieurs réseaux sociaux à gérer. Donc toi, tu t'es lancé sur Instagram, et après, tu as fait d'autres, ou tu es resté Instagram 100%? Non, que Instagram, parce que... Alors, il faut savoir que moi, quand j'ai lancé mon podcast, j'étais encore salariée à 100%. Donc, je faisais ça en side project, et clairement, j'avais pas le temps de faire plus de choses que ça, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Entre Insta et le podcast, ça prend énormément de temps. Donc, un seul réseau social, je trouve, c'est déjà très bien. Et après, le fait de communiquer le podcast sur ce réseau social-là, en l'occurrence, c'est ce qui m'a aidé aussi à le faire connaître. Et puis, le fait de faire des interviews.
Ouais. Mais le meilleur réseau social de Sandra, si je peux me permettre, moi je ne connais pas son activité ni même comment elle interagit avec ses auditeurs, mais le meilleur réseau social de Sandra, c'est Sandra elle-même. Parce que déjà, c'est une idée très intéressante, Philippe, quand on se lance dans une activité professionnelle, de prolonger cette même activité professionnelle par la production d'un podcast, en lien avec son métier. Là, on rebondit sur ce qu'on disait en préambule de cette room, on maîtrise le sujet. Ça permet de mieux connaître le secteur, ça permet de mieux connaître ses acteurs, son actualité, et puis bien plus encore, ça permet aussi de s'imposer comme un référent. Dans ce cas présent pour Sandra, moi, je ne suis pas certain qu'il y en ait des référents dans le domaine de la décoration intérieure en France. Et se positionner, grâce à un podcast, comme la voix du secteur, c'est aussi positionner indirectement son savoir-faire, son image, et plus encore, sa légitimité. Donc, plus encore, ça permet d'engager aussi plus facilement la monétisation. Vous imaginez si, par exemple, Sandra, elle va toquer à la porte de fournisseurs, par exemple, ou de grandes marques qui travaillent pour les décorateurs d'intérieur. Et elles sont susceptibles, ces marques, ils sont susceptibles, ces fournisseurs, ils sont enclins, en tous les cas, à pouvoir suivre le cheminement de Sandra, c'est-à-dire de l'accompagner financièrement pour l'aider à produire son podcast. Moralité de l'affaire, c'est aussi une des raisons pour se lancer dans le domaine du podcast. Mieux positionner son activité professionnelle, se rendre légitime, et même quand on n'y connaît rien. C'est la raison pour laquelle Sandra a toutes les raisons de poursuivre dans cette direction et de se positionner comme la référente de la décoration d'intérieur en France, d'abord sur le secteur de l'audio digital. Elle a tout à y gagner. Et Sandra, est-ce que c'est quelque chose auquel tu pensais? C'est-à-dire, est-ce que tu as fait ton podcast parce que tu te dis ça va m'apporter aussi si je rencontre des potentiels clients ou des fournisseurs, ça va apporter une visibilité supplémentaire qui va t'apporter du business parallèle, parce qu'il y a beaucoup de podcasteurs qui font ça, qui vont pas chercher un modèle économique parce qu'ils savent que les invités qu'ils vont avoir dans le podcast vont leur permettre de générer de monétiser leur savoir-faire, leur métier ou leur secteur d'activité. Toi, ton objectif, c'était aussi de se servir de ce podcast pour arriver à générer du business parallèle? Alors oui, effectivement, le but ultime, c'est celui-là. Après, quand je l'ai lancé, c'était pas vraiment ce que j'avais en tête. C'était d'abord le plaisir d'apprendre de nouvelles choses. Et puis de partager avec des personnes. Le podcast m'a permis vraiment de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés en temps normal. Oui, mais ça, on est tous d'accord. Et puis alors, le podcast, nous, c'est Clubhouse aussi. Je pense qu'on a rencontré des gens sur Clubhouse qui nous ont permis de véritablement apprendre plein de choses, d'une part, et puis échanger et se rencontrer autrement. Et c'est un peu ça aussi, le podcast, c'est de passer... Je pense que c'est aussi une question de passer du temps à s'écouter. Comme on fait là, c'est-à-dire on est tous comme si on était autour d'une table et chacun a ce respect d'écoute et peut aussi prendre cette parole pour partager ce que l'on a. Alors c'est différent dans un podcast, puisque là vous êtes souvent c'est une personne avec une autre personne quand c'est des podcasts de conversation. Toi, au niveau de ton podcast, quand tu vas, est-ce que tu vas au-delà du simple podcast de conversation? Est-ce que tu penses à la manière dont tu habilles ton podcast? Donc est-ce que tu penses à la partie musique, à la partie où c'est arrivé tout de suite, c'est arrivé après? Comment tu as géré cette partie imaginaire que tu peux créer au-delà des voix qui se mélangent? Alors, disons qu'au début, j'ai fait avec ce que j'avais et comme je pouvais. Donc, c'est-à-dire, vas-y, raconte. Tu as été sur GarageBand, tu as fait ta propre musique? Alors non, mon Dieu, non. Non, j'ai été sur une bande de données avec des musiques gratuites, que j'ai utilisées en précisant évidemment le nom de l'auteur, qui est Ixon. Ixon, c'est la plateforme? C'est le nom de l'auteur de la musique. Ah, de l'auteur. Et tu as trouvé ça sur quelle plateforme? Vas-y, balance des noms. Je crois que c'est sur YouTube.
de mémoire, ils ont une partie avec des musiques libres de droit. Ah, et là, je vois Pierre Vivant, s'il est toujours là, peut-être qu'il va réagir parce que c'est quelque chose dont on a parlé aussi dans les habillages. En fait, YouTube, est-ce que c'était des musiques qui étaient utilisables dans le cadre de YouTube ou qui étaient des musiques qui étaient uniquement utilisables ou qui étaient ce qu'on appelle de domaine public, c'est-à-dire qui peuvent être utilisées en dehors de YouTube? Parce que généralement, les librairies de YouTube sont des musiques qui sont utilisables uniquement sur YouTube. Non, là, c'était vraiment utilisable en dehors de YouTube, avec évidemment l'obligation de préciser le nom d'auteur, ce qui me paraît tout à fait normal. Donc, tu as utilisé ça et ça t'a permis de faire ton jingle d'intro, en fait, c'est ça? Voilà, d'intro, d'outro. Mais vraiment, d'ailleurs, c'est toujours le même à aujourd'hui. En fait, la réflexion sur l'ambiance musicale du podcast, qui est, je pense, très importante, vient après. C'est-à-dire que moi, au début, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais vraiment dans le fait de déjà, est-ce que les gens vont m'écouter? Qu'est-ce que ma voix va donner? Parce que ça aussi, c'est, je trouve, assez difficile au départ. Moi, je suis pas une grande oratrice. J'ai pas l'habitude de parler vraiment en public. Le fait de s'entendre, c'est assez compliqué. Donc, il faut faire un petit peu abstraction de tout ça. Je pense que ça, c'est vraiment la première réflexion. Toute la partie ambiance sonore vient après. Et là, justement, je suis en train d'y réfléchir. T'en es à combien au niveau de tes épisodes aujourd'hui de ton podcast? Et est-ce que tu as réussi? Parce que, comme tu le disais, la passion, c'est ça qui doit d'abord vous motiver à lancer un podcast, parce que la grande difficulté, et Fred en parlait aussi dans son billet, c'est de durer. Et on ne dure que si on a cette passion et qu'on a envie de partager et qu'on a un savoir qu'on veut ou qu'on veut apprendre des autres. Mais il faut vraiment avoir cette passion, parce que sinon on ne dure pas en fait dans la durée. Oui, clairement, et ça c'est valable pour n'importe quoi, enfin n'importe quel sujet. Mais là, le 22e sort la semaine prochaine. En fait, sur la première moitié de l'année, j'en sortais un tous les 15 jours. Puisque comme j'avais mon boulot à temps plein à côté, j'avais absolument pas le temps de faire plus. Et depuis août, je suis passée à un épisode par semaine. Ah oui. Un épisode. Ah oui, donc là, il faut une sacrée organisation parce que ça. Il dure quoi, 30 minutes combien de temps? Non, c'est des épisodes assez courts. Alors, quand je suis en solo, c'est à peu près une dizaine de minutes, voire moins, selon les thèmes. Et les interviews, c'est entre 15 et 20 minutes. D'accord. Donc, oui, d'accord. Donc, mais enfin, peu importe la durée. Hein. Souvent, il y a des durées très courtes qui sont très longues à réaliser, sauf si c'est bien sûr de l'entretien qui est enregistré. Alors, j'invite tous ceux qui sont dans la room et qui ne font pas partie du club Le Pod à cliquer sur la petite maison que vous voyez en haut dans votre application et à vous abonner au club, et puis à cliquer sur nos profils et à nous suivre, puisque comme ça vous permettra d'alerter. Je vois tous ceux qui sont un peu en dessous, là, AN, Xavier, Brice, je vois que Jérémy Clé, salut Jérémy, et là Roméo, tiens, salut Roméo, j'avais pas vu que tu étais là aussi, et Ali, n'hésitez pas à cliquer sur la petite maison pour vous abonner au pod.club et à nous suivre directement, comme ça vous pourrez être alerté sur les rooms. Bon, en même temps, on sait que c'est tous les mercredis à 13h, donc c'est pas trop compliqué. Alors, quelles sont les autres problématiques auxquelles tu t'es rencontré, que tu as rencontrées, et qui peut-être pour lesquelles tu n'as pas trouvé encore de solution? Est-ce que aujourd'hui tu as des problématiques concrètes avec ton podcast que tu aimerais adresser ou que tu aimerais peut-être améliorer? Alors, la problématique qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la partie diffusion et surtout monétisation, c'est-à-dire comment faire connaître le podcast au plus grand nombre. Alors évidemment, on a parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. Je pense que c'est pas le seul élément qui permet de faire connaître son podcast, évidemment. Et ça, c'est encore toujours un peu flou pour moi parce qu'il y a beaucoup de solutions envisageables. Et puis, quelles sont en fait les bases qu'il faut avoir pour arriver à faire connaître son podcast? Alors, il y a plein de choses. Je pense que plein de gens peuvent monter pour donner quelques petits conseils, parce qu'il y en a beaucoup qui sont passés parmi ça, avec cette problématique-là qui est commune à la plupart des podcasteurs. Et on sait bien sûr que la production, c'est un tiers du boulot, et que les 2 tiers, c'est du marketing, la communication et bien sûr une communauté. Tu avais déjà une communauté quand tu t'es lancé, ou tu l'as vraiment créé avec le podcast, ta communauté?
Tu avais déjà un compte Instagram ou tu l'as créé uniquement pour le podcast ? Non, je l'avais déjà, mais une toute petite communauté. À l'époque, je devais avoir 100 abonnés, quelque chose comme ça. Et donc aujourd'hui, tu as réussi avec le podcast à augmenter un peu, mais ce que tu as besoin maintenant, c'est d'être un peu plus visible et te faire connaître un peu de tout le monde. Après, le souci du podcast aussi, c'est que tu es dans une niche, et on en parlait aussi avec Raphaël, qui est dans la room aussi, Raphaël Melki, qui lui aussi dans une niche des fans de Prince. Il y a un moment de toute façon où la niche peut pas intéresser tout le monde. Et toi, en fait, est-ce que tu as été, par exemple, tu as essayé de voir avec des sites ou des personnes qui sont un peu dans ton secteur d'activité, tu as essayé d'identifier pour faire des partenariats, pour faire parler. Alors souvent, ce qui ressort aussi des conseils qui sont donnés en général, c'est contacter d'autres podcasteurs qui sont dans le secteur pour essayer de s'inviter les uns et les autres et parler à chacun à ses auditeurs. Tu as identifié comme ça des plateformes ou des sites web ou d'autres podcasteurs avec lesquels tu as essayé de rentrer en contact ? Alors non, pas vraiment encore. Ça fait partie des prochains sujets à travailler. Bon, s'il y en a qui ont des conseils dans la room, vous levez la main et venez nous rejoindre pour discuter avec nous, avec Sandra, et partager aussi votre expérience de quand vous avez lancé votre podcast. Si vous pouvez bien sûr parler avec votre téléphone ou si vous êtes sur votre ordinateur, pour qu'on puisse peut-être aider un peu plus aussi Sandra sur les problématiques qu'elle a aujourd'hui sur son podcast. Et après, alors, on trouve beaucoup de choses sur Internet. Je vous le disais tout à l'heure, quand on tape lancer son podcast sur Google, on arrive en 3e position. Alors, il y a déjà un podcast qui ressort dans Google Podcast, c'est Tips de Ocha. Qui explique avec sur des petits podcasts de 4-5 minutes comment développer et fidéliser sa communauté, pourquoi lancer un podcast d'entreprise. Donc il développe pas mal de tips qui sont référencés sur Google dès qu'on indique lancer son podcast. Et puis après il y a plein de gens qui conseillent beaucoup de choses. Aujourd'hui, ton podcast, est-ce que tu fais attention aux chiffres ? Est-ce que c'est ça qui t'importe, ou tu fais plutôt attention à la qualité de tes auditeurs ? Et comment tu as des retours de tes auditeurs, à part sur Instagram ? Est-ce qu'il y en a qui réagissent et qui t'aident à construire ton podcast ? Non, c'est plutôt la communauté qui me fait des retours. Voilà. Après, les chiffres, oui, évidemment, je les regarde. Ça donne une indication surtout sur la qualité des épisodes et l'intérêt que l'épisode peut avoir. Mais après, oui, les retours en eux-mêmes, c'est vraiment plutôt la communauté. Et la communauté, est-ce qu'elles t'ont fait évoluer ton podcast ? Parce que je parlais avec aussi, je sais plus qui est-ce qui, je me demande si c'était pas Laurent qui était là. Je sais plus si c'était toi, Laurent, qui a fait carrément une demande à ses auditeurs pour savoir ce qu'ils pensaient du podcast et faire en sorte de se remettre en question carrément avec les réponses des auditeurs, en leur donnant la parole, en disant dites-moi ce qui ne va pas, et qui a eu beaucoup de retours qui ont permis de faire évoluer complètement le podcast avec plein de petites choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on est la tête dans le guidon. Et donc, je pense que c'est aussi important dans le podcast de s'adresser à ses auditeurs et de leur poser la question. Alors peut-être plutôt à la fin, est-ce que tu le rends un peu interactif, le podcast ? Est-ce que tu arrives à glisser à l'intérieur ? Alors j'ai pas écouté, on va peut-être d'ailleurs aller écouter. Le nom de ton podcast, c'est quoi, pour que tout le monde puisse aller faire un petit tour et que je le mette dans le lien. C'est quoi ce bazar ? Séquence. C'est quoi ce bazar ? C'est quoi ce bazar ? En plus, je l'ai dans le titre, mais bon, c'est pas grave.
C'est quoi ce bazar ? Voilà, c'est quoi ce bazar ? Alors, bien sûr, à chaque fois qu'on cherche, il faut taper sur podcast. Donc, tu es chez Podcastix, c'est ça ? Oui. Au niveau hébergement, tu as trouvé comment ? Pareil, tu as été conseillé pour ton hébergement ? Alors, oui, c'est Anastasia qui me l'a conseillé et moi j'en suis très contente. C'est très simple à mettre en place. Et enfin voilà, j'ai tous les éléments nécessaires au niveau des stats. C'est super. Bonjour, je suis ravie de t'accueillir sur C'est quoi ce bazar, mon tout nouveau podcast. D'autres invités et qui me disent tiens, tu pourrais interviewer telle personne, ça pourrait être sympa comme thème sur ton podcast. Et puis le fait d'aller chercher les personnes en se recommandant, c'est beaucoup plus facile aussi d'arriver à avoir des réponses positives. Ouais, d'accord. Est-ce que vous entendez quand j'ai lancé le podcast ou pas du tout ? Ça n'a pas du tout marché. Vous m'entendez ? Moi, j'ai absolument rien entendu, Philippe. D'accord, donc j'ai lancé un truc et personne n'a entendu. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas mal ça, tiens. Ouais, c'est un concept. Ah ouais, on m'entend moi, mais est-ce que vous avez... Non, vous n'avez pas entendu le son du podcast, donc ça veut dire que le son ne remonte pas. Alors attendez, je vais peut-être simplement changer une petite chose sur la console qui va me permettre de pouvoir... Je pense que c'est vous savez, je suis sur une Zoom Podcast P8, une Zoom PodTrack P8, pardon, et il y a toujours ces problématiques de N-1, voilà. Et là, vous allez me dire si vous allez entendre que je joue quand même le podcast de... C'est quoi ce bazar ? Dites-moi, est-ce que vous entendez ? Oui. Bonjour, je suis ravie de t'accueillir sur C'est quoi ce bazar, mon tout nouveau podcast. Je suis Sandra, je suis décoratrice d'intérieur et designer d'espace, diplômée de l'Institut de design d'intérieur avec une option homestaging. Après des études en grande école de commerce, j'ai mené une carrière dans le milieu bancaire où j'ai été tour à tour responsable de marché, formatrice, coach et manager. Bon, on va écouter ça c'était alors je suis pas gentil parce que ouais, c'est toujours la bande-annonce et la bande-annonce c'est toujours l'enfer. Alors moi je pour info parce que c'est important aussi que vous sachiez comment est-ce qu'on fait quand on écoute les podcasts et qu'on nous recommande, parce qu'on a à peu près entre 3 et 4 recommandations par jour de podcasts qui nous sont envoyés à la rédaction. Il faut pas hésiter d'ailleurs à nous envoyer vos recommandations. Qu'est-ce qu'on fait ? La première des choses, c'est on écoute d'abord le premier épisode. Ça c'est la clé, c'est-à-dire la bande-annonce, on l'écoute toujours et ensuite on va écouter un épisode au milieu et à la fin on va écouter un épisode qui va être le dernier pour qu'on ait un peu une vision globale de l'évolution, puisqu'on sait qu'au début c'est pas forcément très 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 facile. Donc voilà comment on fonctionne. Et après donc tu as des épisodes qui durent entre, alors des fois il y a des durées un peu et tu le mets bien. Il y a un short qui dure 3 minutes, t'as des durées qui durent 8 minutes, 15 minutes. Donc en fait, tu te laisses un peu la liberté. Et c'est aussi cette grande qualité du podcast que de nous permettre de ne pas avoir de format arrêté de 10 minutes par exemple, où on s'oblige à faire 10 minutes parce que c'est la seule place qu'on ait quand on travaille en radio notamment, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, il y a cette liberté, mais tu t'interdis pas de dépasser s'il y a besoin en fait. Oui, exactement. Après, le short que j'ai fait, c'était il y a quelques semaines là. C'était un essai que j'ai voulu faire pour voir si ça pouvait intéresser mon audience. Alors, je l'ai fait en tout premier lieu parce que c'était une période où j'avais absolument pas le temps de faire quelque chose de vraiment très très poussé. Et puis je me suis dit voilà, comme ça on va voir un petit peu ce que ça donne. Et ça n'a pas marché. Les gens n'ont pas du tout adhéré, donc je ne pense pas que je vais le refaire. Donc ça veut dire quoi ? Alors comment est-ce que tu as vu que ça avait pas... Alors bon, bien sûr les audiences, mais tu as eu des avis qui t'ont dit « Ah ben non, ça ne va pas, c'est trop court ». Alors non, mais justement, j'ai eu aucun retour et puis très peu d'audience sur cet épisode-là. Donc je réessayerai peut-être pour voir si c'est le thème ou vraiment la durée, parce qu'il y a ça aussi. Ça peut être aussi le thème qui n'a pas accroché. Mais je pense que c'est un petit peu trop court pour un podcast.
D'accord. Et tes invités, tu arrives à relayer un peu tes podcasts ou c'est toujours très compliqué, hein. Là, on en parlait avec Carlos Diaz de son podcast. Il lance, lui, une 4e saison en NFT. Alors, c'est dans un secteur un peu particulier, hein, mais c'est la Silicon Valley. Et en fait, la difficulté même pour des podcasts qui en sont à leur 4e saison, c'est d'avoir même les invités qui relaient les propres podcasts parce que, en fait, tout le monde est pris par le temps en général et tu arrives quand même à arriver à engager tes invités à relayer derrière sur LinkedIn ou sur leur réseau pour ton podcast? On va dire aux 3/4. J'ai quand même un quart de personnes qui ne le relaient pas du tout. C'est toujours un peu frustrant, mais dans l'ensemble, oui, ça va. Dans l'ensemble, ça va, au moins sur les réseaux sociaux. Okay. J'en ai même qui l'ont partagé dans leur newsletter, par exemple. Donc ça, pour moi, c'est encore mieux. Je trouve que c'est vraiment un gage de qualité. Qu'est-ce que est-ce que tu vas continuer longtemps? Est-ce que pour toi, tant que tu as la passion, tu continues? Est-ce que tu vas le faire évoluer, ce podcast? Tu vois que, parce que 21 épisodes, ça commence, ça commence quand même à faire un certain nombre d'épisodes. Où tu en es aujourd'hui? Quels sont tes objectifs? Alors, monétiser. Tu n'y as pas pensé du tout au début à le monétiser? Non, au début, pas du tout. C'était pas un truc que tu avais en tête? En fait, oui et non, c'est-à-dire que oui, je l'avais en tête, mais je me disais que ce serait peut-être dans 2 ans. Enfin voilà, j'avais pas du tout. Encore une fois, je n'y connaissais rien, donc je n'avais pas non plus l'idée de savoir quelle allait être l'évolution de ce podcast. Est-ce que j'allais y prendre plaisir? Parce que y a ça aussi, finalement, on se lance dans un projet et puis au final, on peut se rendre compte que c'est pas notre truc. Donc je voulais déjà tester ça, je voulais tester le fait d'arriver à trouver du contenu régulier et puis surtout de m'y tenir. Donc ça, c'était vraiment mes problématiques. Le fait de le monétiser, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une problématique qui arrive en ce moment, qui arrive d'ailleurs plus tôt que ce que j'avais prévu, et c'est plutôt bon signe. Mais au début, non, je ne pensais pas à ça, c'était vraiment une question de plaisir. Alors, dans le chat, je viens de regarder les messages parce que je n'avais pas regardé tout à l'heure. Il y a Sylvain qui parlait pour la partie faire connaître ton podcast, de mettre en place une newsletter avec un e-book sur le thème de la déco offert en échange du mail. Voilà, ça c'est souvent des e-books à télécharger, on laisse le mail, à partir de là, ça permet de développer ça. Et en effet, il y a qui d'autre? Il y a Étienne qui dit de mon côté, je leur prépare une communication et des photos qui n'ont plus qu'à copier-coller. Ouais, ça aussi, c'est une bonne remarque d'Étienne qui prépare en fait, qui mâche un peu le travail pour ceux qui doivent partager un peu le podcast et les visuels. Et d'ailleurs, comme outil, aujourd'hui, ton visuel qui est assez sympa, assez équilibré, avec une photo, je ne sais pas si c'est toi ou si tu as pris une photo ailleurs, tu l'as créé comment? Tu as décidé comment de faire cette vignette? C'est aussi des choses qui sont très importantes, les vignettes. On en parle dans Podcast Magazine avec Jérémy Clé, justement, qui nous a fait une analyse des 7 vignettes de podcast qui ont un impact. Comment tu as choisi de faire ta vignette et avec quel outil? Ou est-ce que tu t'as demandé à quelqu'un de te la faire? Non, je l'ai faite toute seule sur Canva, l'outil magique pour les graphistes en herbe. En fait, je me suis inspirée de plusieurs modèles que j'avais vus à droite à gauche, que j'ai synthétisés dans cette vignette-là. Ouais, il y a Lucie Bouchard qui dit aussi j'ai fait un kit média pour mes invités. Ça, c'est pas bête aussi. Alors, kit média, ça me fait penser bien sûr à beaucoup de podcasteurs qui se lancent et qui essayent de réfléchir en amont à... c'est pas une monétisation, on va dire, c'est une espèce d'indemnisation. Et je pense que ce qu'on peut ressortir un peu de cette heure pratiquement passée ensemble, c'est que bien sûr se faire accompagner, c'est important, mais aussi d'essayer d'imaginer ce que les partenaires ou les invités auront envie de savoir sur le podcast que vous lancez, et donc d'imaginer un kit média. En effet, je pense que c'est une bonne chose, un kit média. D'abord, un kit média, ça permet de faire la synthèse
de quel rôle joue le podcast dans votre vie et dans votre parcours professionnel, de rassembler toutes les informations qui en font partie, de rassembler des visuels, et donc de voir s'il y a des choses auxquelles vous avez pas pensé qu'il faut indiquer dans ce kit média, pour faire en sorte que quand vous envoyez ce kit média, les gens, ils se disent ah ben voilà, je comprends exactement ce qu'est le podcast. Et puis nous aussi la presse, parce qu'il faut pas nous oublier. Je sais pas, est-ce que tu as fait des communiqués de presse et des choses que dont on t'a parlé, ou que tu as déjà vu, que tu avais entendu, tu avais vu déjà des gens faire des communiqués de presse, ou c'est pas vraiment un réflexe, le communiqué de presse? Alors, déjà d'une, c'est pas un réflexe, et puis surtout, c'est très intimidant. Je pense que là, après, c'est vraiment une question de perception, mais je me sentais pas du tout légitime pour communiquer dans la presse sur un podcast où je débutais complètement, où je ne maîtrisais pas la qualité du mien par rapport aux autres. Enfin, voilà, pour moi, c'était un peu... c'était trop compliqué. Et c'est pas forcément une bonne chose, hein. Je pense qu'effectivement, au contraire, il faut en parler le plus largement possible. Mais en tout cas, au début, c'était vraiment trop intimidant de faire un communiqué de presse par rapport à ça. Ouais, alors je pense que c'est, pour nous la presse, et d'ailleurs on a fait un article sur Cool que je vais vous glisser, parce qu'on a carrément mis à disposition un fichier Word de modèles pour ceux qui font partie de la communauté des haut-parleurs, c'est-à-dire des podcasteurs qui sont inscrits sur Cool et qui se sont présentés. On a fait un petit article et on avait une room d'ailleurs dédiée au communiqué de presse dans laquelle on a expliqué pourquoi il fallait faire des communiqués de presse, à quoi ça servait. Et c'est vrai que pour beaucoup de journalistes, c'est un outil qui permet simplement déjà de synthétiser des informations, mais aussi de faire des copier-coller. Et les journalistes, on sait qu'ils ont de moins en moins de temps aujourd'hui pour traiter les choses. Et on parlait de mâcher le travail pour les invités, mais je pense qu'il faut aussi mâcher le travail pour la presse. Donc je comprends le côté intimidant, mais c'est vrai que kit média et communiqué de presse, c'est deux choses un peu différentes. Le kit média, on va un peu plus dans le fond. Je sais que il y a un podcast qui a été lancé qui s'appelle Fleet, F-L-2-E-T, et qui, si vous regardez sur LinkedIn, qui a été lancée, et elle a fait un kit média qu'elle a d'abord travaillé en premier. Elle a mis tous les éléments dont elle pensait qui étaient importants à la cible, pourquoi est-ce qu'elle faisait le podcast, pour essayer de trouver un partenaire pour dire, ben voilà, je parle de vous en intro et en outro, et vous m'aidez à faire en sorte de financer les frais que j'ai pour le podcast. Et elle n'a pas publié, elle n'a pas fait ses interviews avant d'avoir trouvé un partenaire. Et ensuite, elle a fait ses interviews, elle a lancé son podcast, et le succès est arrivé assez vite, parce qu'en plus, elle s'est accoquinée avec une communauté qui sont dans le Web 3, puisqu'elle a lancé un podcast sur le Web 3. Et je trouve la méthodologie assez intéressante, c'est-à-dire de vraiment, quand vous lancez votre podcast, pensez d'abord à ce kit média pour vous, à le montrer un peu autour de vous. Ça vous fait aussi valider un certain nombre de choses, et ensuite de faire un communiqué de presse en disant qu'est-ce que j'ai envie que les gens disent du podcast que je lance, et des épisodes qui vont arriver. Et à partir de là, de trouver des adresses email, de trouver des sites web. Aujourd'hui, il n'y en a pas 36. Il y a Podmust, il y a le Pod, il y a des newsletters qui existent. Il y a et après, bien entendu, les producteurs de podcasts, mais à qui vous pouvez aussi envoyer l'information. Mais je pense que c'est la première des démarches à faire, c'est d'essayer vraiment de mettre noir sur blanc dans un kit média. Et je sais que dans le chat, il y a Sandra qui demandait à Lucie qu'est-ce qui contient le kit média pour les invités. Donc ça, vous pouvez échanger après en dehors ou sur Cool, puisque Lucie est sur Cool aussi. N'hésitez pas à partager un peu ces choses-là. Et je vois que dans les réactions, il y a la description du podcast pour le référencement. Ah oui, alors ça fait partie des choses hyper importantes et dont on ne parle pas. C'est les métadonnées que vous mettez chez les Podcastix et chez Ocha ou chez Acast, qui sont vraiment très très importants. Les tags que vous allez indiquer ont beaucoup plus d'importance que vous pensez, et surtout
il y a un outil que vous connaissez peut-être, on en a déjà parlé, que nous on utilise parce que vous savez, pendant Podcast Magazine, on lance un classement de podcasts replay, on lance un top 20 des podcasts replay et top 20 des podcasts natifs. Et en fait, on a agrégé différentes données qui viennent de Spotify, d'Apple Podcast, de la CPM, pour le replay de Istat de Médiamétrie. On est allé chercher aussi chez Charttable, chez Podtail, les classements que eux font. Et on a des classements qui nous ont été donnés par Voxalize. Voxalize, c'est un site VOXA LYZE qui permet en fait de se rendre compte de la notoriété d'un podcast par rapport à ses mots-clés. Et en fait, on se rend compte que par ce biais-là, quels sont les mots-clés qui fonctionnent le mieux pour les pour les moteurs de recherche et notamment pour les agrégateurs genre Apple Podcast ou Google Podcast ou Spotify ou Deezer. Et on a pris en compte ce critère en plus dans notre classement pour montrer quels sont ceux qui utilisent le mieux les métadonnées. Donc les métadonnées, c'est le titre de votre podcast, c'est la description que vous allez mettre, c'est les liens hypertextes que vous allez pouvoir mettre dans votre description et c'est les tags qui vont être ajoutés. Donc tout ça sont des choses qui sont vraiment très intéressantes à exploiter. Et bien sûr, après, la présence sur un maximum de plateformes est conseillée, même si être partout, c'est pas non plus obligatoire. Surtout qu'il y a des plateformes aux États-Unis qui vont pas forcément vous apporter grand chose, mais en attendant, avec Podcastix, avec Ocha, avec Acast ou avec AudioMeans, ce sont des choses qui vous permettent de faire assez facilement. Ça prend un tout petit peu de temps. C'est toi qui as fait la config de Podcastix, Sandra ? Oui. Dur, pas dur ? Avec l'aide d'Anastasia, non, pas très dur. Faut s'y mettre, faut se plonger. Le plus dur, c'est Apple Podcast, la création du compte d'Apple Podcast et Google Podcast est un peu plus simple, mais c'est vraiment Apple Podcast qui prend le plus de temps. En fait, Podcastix te permet ils font tout, en fait. Tu lances les accès et après, ils se chargent eux-mêmes de tout paramétrer. Donc, non, c'est assez simple. Oui. Et puis après, les autres, une fois qu'on en a fait une, après, les autres, il suffit d'envoyer le flux RSS. Voilà. Mais encore, voilà. Et d'où l'importance de bien faire ces datas et de bien mettre les bons mots qui vont dans le titre et dans la description et dans les tags. Et c'est là où alors je ne suis pas actionnaire de Voxalize, mais c'est là où Voxalize apporte une valeur ajoutée puisqu'il vous donne quels sont aujourd'hui les mots-clés et les tags qui sont les plus utilisés dans les podcasts les mieux classés. Voilà, c'est un peu comme ça le fonctionnement. Allez, je regarde avant qu'on se quitte les petites remarques dans le chat, puisque personne n'a voulu monter pour nous parler. Vous êtes vraiment pas cool, les gens, de ne pas venir monter. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes à table ou que vous osez pas venir nous parler. Donc, les dernières réactions. Lucie qui dit que les liens du podcast YouTube et tous mes liens à moi... pour qu'ils puissent se connecter à moi quand je vais faire la promo, ce qui leur permet de partager mes posts. Oui, donc ça, ok. Et Christian qui dit que, ancien animateur Radio Bénol, j'ai un projet de podcast non commercial. Existait un équivalent de YouTube simple, gratuit et respectueux des règles d'accessibilité. Je suis non-voyant pour mettre en ligne simplement son podcast sur Apple, Spotify et autres plateformes. Alors ça, c'est une très bonne question, Christian, sur l'accessibilité des plateformes. Fred, je ne sais plus s'il y avait Zuber qui nous avait parlé de la plateforme qui était la plus accessible et si je ne me trompe, Ocha était pas mal et Podcastix. Oui, probablement, oui. Mais là, je n'ai pas suffisamment d'informations à vous communiquer. Mais oui, probablement, je sais qu'en tous les cas, ça avait été un sujet de room. Il faudrait retrouver la date précise. Mais effectivement, il me semble que Zuber était malvoyant, me semble-t-il, et qu'il avait privilégié certaines plateformes. Mais de mémoire, là, je vous dirais une bêtise, fort probablement. Ah, je vois qu'il y en a qui ont levé la main et qui n'ont pas pu monter. Ah ben non, mais en fait, alors j'ai un problème, c'est que Fred, tu avais vu les mains qui se levaient ou pas ? Non, je suis en train de faire autre chose. Ah ouais, d'accord. Sandra, t'avais pas... Alors, parce qu'en fait, je suis sur Club Deck. Alors, 1000 excuses pour ceux qui ont levé la main et que je n'ai pas fait monter. Parce que ça me paraissait bizarre aussi que vous vouliez rien dire. Je me disais, mais pourquoi vous vouliez rien dire ? Je n'ai accepté personne parce que je n'ai vu aucune main se lever.
Voilà, je passe par Club Deck. Et bien peut-être que la semaine prochaine, j'arrêterai de passer par Club Deck et que je passerai par mon téléphone comme je faisais avant, parce qu'au moins je verrai les mains se lever. Ou c'est peut-être parce que j'étais pas modérateur au début de la room que je n'ai pas vu les mains se lever. Sandra, tu as vu des mains se lever toi ou pas du tout? Alors j'avoue que je n'ai pas regardé. Bon voilà, en plus on n'a pas regardé, donc personne ne regardait. Oui, mais il y a des mains qui se sont levées parce qu'il y a eu il y a un jingle sonore à chaque fois qu'il y a une main qui se lève et j'en ai entendu plusieurs. Ah mince, mais moi j'ai rien entendu du tout. Bon alors déjà j'arriverai moins en retard la semaine prochaine et promis je ferai attention de vous faire monter tous parce que c'est vraiment le concept de Clubhouse, donc j'avais aucune raison de ne pas vous faire monter tous ceux qui ont levé la main. Désolé Pierre qui aurait pu monter, Raphaël aussi et Xavier aussi, disons décidément. Bon, mille excuses. Allez, celui-là, on va dire que c'est de ma faute. J'avais qu'à arriver à l'heure. Je vous remercie pour ce moment passé ensemble, Sandra. Merci. Si certains pensent pouvoir donner des conseils à Sandra sur comment faire connaître son podcast un peu plus, comment développer, n'hésitez pas à rentrer en contact avec elle. Le plus simple pour rentrer en contact avec toi, Sandra, c'est quoi? C'est mon mail, sandra@studioetmoi.fr. Alors, on va peut-être, je vais peut-être mettre le lien. Studio et moi, c'est STUDIOHEMOY, c'est ça? C'est ça. .com. Et ton .fr. site .fr, pardon. Allez, hop, .fr. Donc, studio et moi. Si j'arrive à trouver le point sur le PC, c'est toute une .fr. J'ai mis en majuscule, mais c'est pas grave, ça devrait fonctionner. Dites-moi si vous voyez. Voilà, studioetmoi.fr si vous voulez aller écouter le podcast et donner un petit coup de main à Sandra. Et puis bien sûr, tu verras Sandra, quand tu liras Podcast Magazine, tu auras plein de réponses qui te seront proposées. Merci à tous et à toutes, tous ceux qui ne suivent pas le club Le Pod, qui ne va pas changer de nom parce que sur Clubhouse on ne peut pas changer le nom de son club comme ça. N'hésitez pas à cliquer sur la petite maison à côté du titre pour vous abonner à la room et à cliquer sur nos profils et à nous suivre. C'est comme ça que on peut vous faire co-hoster des rooms dans le futur, puisque l'idée c'est bien entendu que ça soit participatif comme ça n'était pas aujourd'hui, enfin avec Sandra bien sûr, mais pas avec les autres, et d'être alerté sur les prochaines rooms qui vont venir. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite maison et ensuite à cliquer sur nos profils et à cliquer sur follow pour faire en sorte qu'on puisse vous ajouter en co-animateur si les rooms futurs vous intéressent. Et les rooms futurs vous les retrouvez tout simplement. Alors elles seront aussi dans Podcast Magazine, on a listé toutes les rooms qu'on a prévues et les masterclass, mais elles sont aussi disponibles sur le pod.fr/podcast avec un S. Le pod.fr/podcast, ça vous permet de pouvoir, je vais vous mettre le lien, voilà, le pod.fr, décidément, je ne sais pas pourquoi je suis en majuscule, le pod.fr/podcast avec un S. Voilà, comme ça vous pouvez accéder au room, et si vous voulez co-hoster avec les invités, si vous voulez monter en amont, contactez-nous, on est toujours très heureux de pouvoir avoir plein de monde sur la scène, et promis la semaine prochaine ce sera beaucoup mieux. Merci Sandra pour avoir échangé avec nous sur sur le lancer un podcast quand on n'y connaît rien. En tout cas, c'est une belle aventure, c'est quelque chose que tu peux conseiller à d'autres, ou c'est quoi ton mot de la fin, Sandra? Ah ouais, c'est une très belle aventure, franchement je regrette absolument pas, et puis j'espère continuer encore longtemps comme ça, on fait de très belles rencontres. Merci beaucoup Philippe pour l'invitation. Merci d'avoir proposé ça. N'hésitez pas, si vous voulez collaborer à Podcast Magazine, si vous voulez bien sûr nous soutenir en vous abonnant à Podcast Magazine. Les abonnements vont démarrer à partir du 18 octobre. On sera aussi au Paris Podcast Festival. On lance les rooms, on a bien sûr des rooms tous les mercredis à 13h avec Brûlatour. On va sortir d'ailleurs un e-book pour tous ceux qui ont participé au Kiss Kiss Bank Bank, puisqu'il y a eu un financement participatif avec toutes les tous les bons conseils de Brûlatour dans ces billes acidulées qui seront rassemblés dans un e-book qui sera mis à disposition pour tous les Kiss Kiss Bankers qui ont participé.
Et puis, on a des masterclass tous les premiers vendredis de chaque mois. Vous pouvez aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube de Podcast Magazine. J'ai fait une petite masterclass sur l'utilisation de Canva, assez surprenante, vous allez voir, parce que j'utilise Canva depuis plus de 7 ans et on arrive à faire des choses assez fantastiques, et notamment comment est-ce qu'on crée toute une identité graphique d'un podcast jusqu'à la diffusion en multicaméra sur des outils comme StreamYard ou comme Melon, et tout ça en 2 heures. C'est une petite masterclass de 2 heures pour vous montrer un peu à quoi vont ressembler les masterclass. Et on peut la retrouver quelque part, non ? Oui, on peut la retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous allez sur la chaîne YouTube de Podcast Magazine et vous allez voir que vous cherchez sur YouTube Podcast Magazine, vous allez trouver la chaîne YouTube. Donc il y a il y a une partie unboxing, une partie test et une partie masterclass. Ah, super. Elle était en direct et on a eu des personnes qui ont participé, qui nous ont suivis en direct, mais elle est vraiment assez surprenante. Vous allez voir la capacité de Canva quand on a une version pro, et puis j'explique aussi comment on peut avoir, quand on est une association, Canva Pro gratuitement, puisque c'est gratuit pour les associations, c'est gratuit pour ceux qui travaillent dans l'éducation nationale, et après ceux qui ont nos entreprises, c'est payant bien entendu, mais ça vous permet de faire un 360 sur Canva et d'aller très loin sur la création d'un visuel, d'une identité, d'une vidéo, de l'intégrer directement dans votre flux de StreamYard ou de Melon, qui sont 2 outils magiques pour faire du multi-streaming, c'est-à-dire d'envoyer votre vidéo ou l'enregistrement de votre podcast directement en live sur jusqu'à autant de destinations que vous voulez, puisque Melon, c'est autant de destinations que vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur des pages Facebook, du LinkedIn, du Twitter, du Twitch de manière illimitée, là où StreamYard, lui, c'est maximum 8 destinations pour envoyer son flux. Voilà, donc si vous avez des questions aussi par rapport à ça, on en parlera dans Podcast Magazine. On va faire des tests de ces plateformes en live, comme on a fait avec la masterclass que vous retrouvez sur la chaîne YouTube. Et on est très heureux de pouvoir partager tout ça. On espère que vous allez bien aimer notre premier magazine qui sortira, je le rappelle, le 18 octobre, et qu'on retrouve pour ceux qui seront au Paris Podcast Festival, et qu'on envoie très très vite à ceux qui l'ont commandé sur KissKissBankBank. Merci à tous et à toutes, bonne fin de journée, et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, Frédéric, pour le mot de la fin, on sera avec qui ? On parlera de quoi ? Alors ça, je ne sais pas avec qui on sera, mais en tous les cas, on parlera de monétisation. Voilà, et c'est un vaste thème encore, on survolera fort probablement cet aspect de la monétisation, et on verra que c'est pas facile. Voilà. Non, c'est pas facile du tout de monétiser son podcast, et je vais vous dire avec qui on sera quand même, puisque on sera avec Lucie Bouchard, qui était avec nous aujourd'hui, qui nous a proposé cette thématique et qui a un podcast qui s'appelle « Fais voyager ton entreprise ». Et elle va nous parler justement de ces petites problématiques de monétisation de podcasts. Et on vous invitera cette fois à lever la main, et on vous fera monter, promis. Et sinon, Lucie tâchera de m'aider dans ça si jamais il y a un souci. Merci Monsieur Brulatour. Merci à tout le monde, bon après-midi. Bon après-midi, petit jingle de fin, et à la semaine prochaine. Ciao. Bon après-midi. Une production Radio House. Découvrez et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House.